There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Au micro de Lorraine Bastide aujourd'hui, Salomé Kiner. Salomé Kiner, vous êtes l'autrice d'un très remarqué premier roman, Grande Couronne, paru aux éditions Christian Bourgois lors de la dernière rentrée littéraire à l'automne 21. Il a reçu un accueil magnifique, aussi bien de la critique que du lectorat. Il a été sélectionné pour plusieurs prix littéraires, notamment le Livre Inter qui sera remis en juin. C'est un roman qui se dévore, qui emporte, où résonne une vraie voix, une vraie pensée, et qui résonne d'autant plus quand on est comme moi et comme vous, une ex-ado des années 90, qu'est la décennie mise à l'honneur dans ces pages. Vous venez d'une famille aux ascendances multiples, vous avez grandi dans la région parisienne, dans cette grande couronne qui donne son titre à votre livre. Vous vivez en Suisse depuis quelques années et vous vous présentez encore dans vos biographies sur les réseaux sociaux comme journaliste, puisque c'est le métier que vous avez appris et que vous exercez, notamment au quotidien suisse, Le Temps. Salomé Kiner, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Bonjour Lorraine Bastide, merci beaucoup pour cet accueil. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture ? Ma rencontre avec l'écriture, elle s'est faite, elle a toujours été présente dans ma famille. Mes parents avaient des pratiques variées d'écriture. Mon père écrit de la poésie, ma mère était animatrice d'ateliers d'écriture, donc il y avait beaucoup de livres à la maison et beaucoup de littérature populaire, très liée aux origines respectives de mes parents, beaucoup de contes russes, puisque mon père est russe. Ensuite, ma mère, après son divorce, a eu un recours massif à la bibliothèque de quartier de la ville où nous habitions, où elle nous déposait le mercredi et le samedi pour pouvoir aller faire ses courses et régler diverses obligations. Et donc, on lisait énormément. Mmh. Vous venez de le dire, donc vous avez des origines russes et italiennes dans votre famille, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça vous a donné un rapport particulier à la langue française ? J'ai un rapport très particulier à la langue française puisque effectivement ma langue paternelle c'est le russe que j'ai appris en même temps que le français et j'ai par ailleurs été élevée par un Américain, donc il y avait 3 langues intensément pratiquées chez moi et ça m'a permis surtout d'accéder, je crois, à une forme de profondeur de la langue où on jouait beaucoup avec mes frères et sœurs sur ce qu'on appelait des jeux de traduction, donc de mélanger un petit peu, d'importer du russe dans notre français, ce qu'on faisait pas du tout de manière calculée, mais instinctivement, comme le font les enfants plurilingues. Et je crois que ça m'a beaucoup poussée à jouer avec la langue, comme je l'ai fait ensuite dans l'écriture de Grande Couronne, d'être plus sensible aux expressions, ouais. D'essayer de voir les images que charriaient certaines expressions toutes faites et de déconstruire. Et en fait, quand vous êtes sensible à la traduction et à la manière dont les langues travaillent leur rapport au langage, de la manière dont les cultures travaillent leur rapport au langage, je crois que ça enrichit l'écriture. Ouais, et c'est vrai que ce jeu sur les mots, sur les expressions idiomatiques de la langue française est très présent dans Grande Couronne. Vous avez d'abord touché à l'écriture à travers le journalisme, je le rappelais en introduction, et vous avez notamment écrit beaucoup de reportages. Le reportage, c'est un exercice très particulier du journalisme. C'est un exercice où on se déplace, où on observe, où on écoute. Est-ce que vous pensez que vous avez aiguisé votre plume grâce à ces reportages nombreux que vous avez effectués ? C'est sûr et certain, j'ai aiguisé ma plume, mais j'ai aussi aiguisé mon regard et ma manière d'observer le monde et de comprendre les gens et de m'intéresser aux gens et plus tard aux personnages de fiction.
Et jeune, je souffrais beaucoup de ce que j'appelle aujourd'hui un complexe d'ubiquité. Alors normalement, c'est un don, l'ubiquité. Mais chez moi, c'était un complexe. C'est-à-dire que dès que je rencontrais quelqu'un, j'avais envie de vivre sa vie. Et je me demandais comment j'allais faire rentrer tous ces destins dans une seule existence. Et par ailleurs, là où j'habitais, j'avais l'impression que rien ne m'était ouvert, rien ne m'était possible. Et donc, si je partais en vacances, je voulais avoir une école de surf au bord de l'océan Atlantique. Si je rencontrais un grand pâtissier, je voulais faire de la pâtisserie. Et voilà. Et donc, j'étais vraiment remuée par tout ça. Et très vite, le journalisme, pour moi, s'est imposé comme une solution pour résoudre ce problème de désirs multiples d'existence possible. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le journalisme, si je m'intéresse à un sujet, il me suffit de partir en reportage. Je passe 2 jours avec des éleveurs d'insectes comestibles ou avec des militants ou des athlètes n'importe quelle idée qui me passe par la tête, je peux la résoudre assez facilement. Et donc, c'est un métier qui me sert beaucoup pour ça. Et c'est vrai que en reportage, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était ce que j'appelais les vies marginales, donc un petit peu les manières de vivre qui sortaient de la norme sociale habituelle qui me paraissait extrêmement étriquée. Et donc, je me suis progressivement enrichie au contact d'autres cultures, d'autres habitudes, d'autres pratiques. On sent dans votre description du métier un désir d'immersion. C'est ce mot qui me venait à l'esprit en vous écoutant parler. Et je trouve qu'il décrit bien aussi ce qui se passe dans Grande Couronne. On est quasiment, j'allais dire en apnée, on est vraiment immergé dans l'esprit du personnage principal, dans l'époque, dans les lieux qui sont décrits. C'est quelque chose qui vous parle quand j'emploie ce mot, immersion ? Alors, ce qui est sûr, c'est que en choisissant d'écrire un roman sur l'adolescence, je me suis demandé qu'est-ce que c'était finalement l'adolescence comme âge particulier. Et je me suis dit, c'est une expérience physique, l'adolescence, parce que le corps se transforme déjà. Et aussi le corps part à l'assaut de nouvelles expériences. La sexualité, bien sûr, la découverte de la sexualité, les désirs qui nous traversent et qu'on ne comprend pas forcément, mais aussi un certain contact avec le monde. L'adolescence, c'est les premiers concerts, les premières manifestations, les premières expériences professionnelles. Et donc le corps, en fait, s'éloigne un petit peu du cocon familial, s'éloigne du domicile. C'est une conquête territoriale aussi, puisqu'on commence à grappiller un petit peu du terrain. Et je me suis dit, il faut que je restitue, en fait, par la langue et par l'écriture, il faut que je restitue cette sensation physique. Et donc, c'est imposé la première personne, qui est forcément immersive, et c'est imposé le travail sur le rythme et sur la langue et sur le choix des mots, sur la ponctuation, qui permettait de vraiment d'être en point de vue intégré, c'est-à-dire que je voulais qu'on soit dans le cerveau et à hauteur de regard de cette adolescente de 14 ans. Et dans le corps, caméra embarquée. Exactement. Et il y a aussi cette importance des sens, de la vue, mais aussi de l'odorat, des sons. Tout est effectivement très sensuel dans cette écriture. Alors ça, je crois que ça vient aussi du reportage, parce que pour faire un bon reportage, il faut être en état d'ouverture totale et à 360 degrés et essayer l'odeur particulière d'un lieu, le langage corporel des personnes avec qui vous échangez. Il faut essayer de capter tous les détails et c'est ça en fait qui rend vivant un texte. C'est d'arriver à restituer des individus ou des situations de la manière la plus complexe, la plus dense et la plus réaliste possible. Est-ce qu'il a été difficile de vous définir comme écrivaine ? C'est encore difficile, mais je pense que jusqu'à ce que je signe un contrat avec mon éditeur, je ne me considérais pas comme écrivaine, et encore aujourd'hui, on se considère assez rarement écrivaine, dans des moments très précis de représentation, de salon, de signature, mais dans la vie de tous les jours, on reste qui on est finalement. Mais j'ai été surprise de voir que dans vos biographies, vous vous présentiez encore comme journaliste et que vous n'étiez pas appropriée romancière ou autrice. Je
Je dis les deux, mais c'est sûr que mon expérience de journaliste est plus importante, plus longue et prend plus de place dans ma vie parce que c'est aussi comme ça que je gagne ma vie. Donc ça reste mon métier en fait. Et autrice aussi, c'est mon métier maintenant. Mais disons que pour moi, bon, déjà, le journalisme, c'est une forme d'écriture. Donc je pourrais dire autrice journalistique. Je sépare pas fondamentalement les deux et l'un nourrit l'autre en fait. Et vraiment dans les deux sens. Donc, D'ailleurs, en anglais, quand on dit writer, c'est un mot qui correspond tout autant à une journaliste ou à une essayiste ou à une romancière. Parfois, je me sens plus à l'aise pour me définir en anglais qu'en français, finalement. Je vous comprends absolument. Et souvent, les reportages, pour moi, c'est des micro-fictions. Puisque c'est des nouvelles, c'est des paysages, c'est des voyages. Je veux dire, un des derniers reportages vraiment bouleversants que j'ai fait, c'était en Argentine, dans une école à destination d'adultes trans pour les sortir de la rue. Et vous êtes avec eux pendant 2 semaines. Et quand vous rendez votre papier, qui est une double page, avec vraiment des tranches de vie, vous avez l'impression d'avoir fait un micro-roman. Alors que tout est vrai. Comment s'est passée la rencontre avec votre maison d'édition ? Alors, de manière assez à l'ancienne, j'ai envie de dire, puisque les éditions Bourgois, je les connaissais surtout pour la littérature étrangère. J'avais beaucoup de Bourgois dans ma bibliothèque, Toni Morrison, Susan Sontag, Hannah Arendt. Et du coup, je n'y pensais pas vraiment pour mon roman de littérature française. Je ne connaissais pas du tout leur catalogue français, qui était vraiment minime par rapport à la littérature étrangère. Et c'est une amie traductrice qui m'a dit qu'un nouvel éditeur, un jeune éditeur, venait de rejoindre la maison, Clément Ribes, et qu'il cherchait à développer le catalogue français. Et j'ai lu le livre d'Hugo Lindenberg, qui était paru l'année d'avant, Un jour ce sera vide. Très beau, magnifique. D'ailleurs, qui avait fait sensation aussi l'été dernier. Absolument. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. Par ailleurs, il y a un autre livre que j'aime beaucoup des éditions Bourgois, qui est le livre de Tupelo Assmann, qui s'appelle La fille, et qui est l'histoire d'une jeune ado qui grandit dans les trailer parks américains, qui parlait beaucoup de la dentition de sa mère et de sa famille, puisque c'est souvent un attribut, une bonne dentition, c'est l'attribut des classes sociales plus élevées. Et j'aimais beaucoup ce livre qui parlait aussi de zones d'habitation périphériques. Et donc, je me suis dit, s'il y a une place pour la fille chez Bourgois, il y a une place pour ma fille à moi, Tennessee, pour Grande Couronne. Et je leur ai envoyé par voie vraiment traditionnelle. Et donc un manuscrit par la poste, comme dans les films. Absolument, quoi. Absolument. Et avec un petit mot qui résumait en quelques lignes les thèmes. Et Clément m'a tout de suite répondu que ça l'intéressait. Il l'a lu très vite et on s'est rencontrés. Et il a beaucoup aimé le livre. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu votre livre entre les mains pour la première fois ? C'était bouleversant. Enfin, quand on écrit, vous savez bien, c'est vraiment une activité extrêmement solitaire et souvent désespérante, puisque pour arriver à 280 pages, moi j'ai eu des années et des années de sueur et de larmes et de sentiments d'échec et de désespoir, parce que surtout un premier roman, on ne sait jamais que ça va donner un livre, on n'est pas sûr. Et donc quand d'un coup c'est réel, c'est difficile à croire. J'ai mis longtemps à m'habituer à cet objet. Mais oui, j'ai fondu en larmes. Comment est venu le titre ? Le titre, pendant longtemps, était différent et un petit peu trop généraliste. Et c'est ma sœur qui me l'a suggéré, Grande Couronne. Et ça collait bien puisque donc c'est un livre qui se passe dans la Grande Couronne parisienne, mais c'est aussi un livre qui est bourré de personnages féminins en lutte et qui sont à la fois en combat, mais extrêmement dignes, courageux et fiers, surtout. Elles sont très fières, les femmes de ce livre. Et du coup, je trouvais que c'était évidemment des reines. Sauf que quand on est reine, parfois, les responsabilités que ça incombe pèsent lourd. Et le diadème peut faire pencher la tête un petit peu... peut faire dodeliner comme ça. C'est parfois des responsabilités qui sont lourdes à porter pour une seule femme. Et donc, j'aimais la polysémie, en fait, de ce titre, qui représente à la fois une zone urbaine qui n'est pas forcément valorisée, et en même temps la royauté et cette chose extrêmement princière et fière, et son contre-coup.
C'est vrai qu'il est très bien choisi. Est-ce que je peux vous demander, Salomé, de lire la toute première page de ce tout premier roman ? Avec plaisir. Je n'imaginais pas qu'Amanda serait mère à 19 ans et ventouserait sa collection de peluches sur le pare-brise de sa Ford Fiesta. À l'époque, elle vivait en caravane dans le jardin de ses parents. Un mobil-home tapissé de moquettes avec une lampe à lave et un bocal de poissons combattants. Elle leur distribuait des larves de moustiques à l'épuisette, collait son front à la vitre de l'aquarium et observait les mâles se battre pour emporter la nourriture. À l'époque, c'était la mode des animaux de compagnie genre agressifs. Dans ma rue, un portail sur 2 avait son berger allemand dressé en position d'attaque. J'admirais Amanda parce qu'elle avait des vêtements de marque, des produits de beauté de marque et des goûters de marque. Des Princes, des Pépito, des Mikado, de l'Oasis. Elle avait même une chaîne IFI et un lit double avec des parures assorties. Moi, ma mère me donnait des compotes de pommes, mais pas des Andros. Des berlingots discount que la voisine ramenait par palettes de Picardie pour les revendre aux familles nombreuses du quartier. Impossible d'épuiser le stock avant la date de péremption. La date de péremption ? C'est une arnaque du marketing, disait ma mère en fourrant son poison au fond de nos cartables. Arnaque ou pas, je mangeais mon goûter caché dans les toilettes. Pendant que mes camarades rouaient la porte à coups de poing, je m'empiffrais, les poches pleines de fruits secs, de biscuits au sésame, de balistos dans les bons jours. C'était pas les goûters de ma mère qui me posaient problème. Il y en a même que j'aimais bien. Mon problème, c'était les autres. Ça a toujours été les autres. Merci beaucoup, c'est vrai que cette page, elle donne vraiment bien le ton du livre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'écriture, le processus d'écriture de ce roman. Si j'ai bien compris, vous l'avez commencé en 2019 pendant une résidence artistique en Argentine. Ça n'a pas forcément abouti pendant cette résidence. Racontez-nous l'expérience que ça a été. Alors je l'avais commencé bien avant, mais sans que ce soit ce livre-là. En fait, j'écrivais depuis plusieurs années. J'avais ce personnage qui cheminait un petit peu avec moi. Et je l'enrichissais en fait au fil du temps, mais la vie étant ce qu'elle est, je ne travaillais pas très régulièrement, donc je l'abandonnais, j'y revenais, je changeais de direction, je le reprenais. Et effectivement, en 2019, je postule pour une résidence d'artiste, une résidence d'écriture, et je pars 6 mois à Buenos Aires. Et avant de partir, je promets à tous mes proches qui étaient excédés en fait par ce livre dont je parlais depuis des années et qui ne voyait jamais le jour, et pour lequel je faisais quand même beaucoup de sacrifices. Et donc je fanfaronne en leur disant je vais revenir avec 3 romans, vous verrez, ça va changer ma vie. Voilà. Et j'arrive à Buenos Aires dans un quartier très intéressant qui est le quartier de La Boca. Et j'arrive pour 6 mois donc dans un quartier extrêmement populaire mais très riche culturellement, populaire carrément pauvre. Et malheur à moi, je me rends compte que ce qui se passe dans la rue est bien plus intéressant que ce qui se passe dans ma tête. Et que la réalité surpasse la fiction, comme souvent. Et donc, je me plonge à corps perdu dans la vie de ce quartier et je commence à faire de nombreux reportages et à m'investir dans différents sujets qui sont tout sauf la fiction et surtout une fiction sur la banlieue pavillonnaire parisienne française des années 90 et que la situation en Amérique latine, moment extrêmement important et intéressant, notamment pour les luttes du droit des femmes. Et donc, je me perds je me perds là-dedans pendant 6 mois. Enfin, je me perds pas du tout, puisque c'était aussi très enrichissant et passionnant. Et donc, je rentre au bout de 6 mois en ayant à peine avancé. Bredouille, voilà. Et pleine de honte et de désespoir à nouveau. Et je m'enferme chez ma mère et je dis je ne sors plus d'ici tant que je n'ai pas fini ce livre. Je tiens à peu près 4-5 mois et au bout de 5 mois, je n'en peux plus et je décide de repartir en Argentine pour poursuivre les projets que j'avais entamés. On était en Argentine à deux doigts de l'accès à l'avortement
légal et gratuit pour toutes les femmes. Et donc, je voulais absolument suivre ce combat-là. Et j'arrive en janvier, je poursuis mes reportages. Et en mars 2020, arrive la pandémie. Je pense, comme tout le monde, que je vais devoir m'enfermer pendant 15 jours et que ça va aller. Et commence un confinement extrêmement long et extrêmement strict à Buenos Aires. Et je me retrouve coincée en Argentine. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est vrai, ce livre, je vais faire une version simplifiée, de manière à pouvoir le mettre dans un tiroir et l'oublier, parce qu'il est temps que je passe à autre chose et que j'arrête de traîner des vieux projets et que... Voilà, je vous vois où j'ai la tête. Non, mais c'est magnifique. C'est toujours comme ça, la vie, en fait. Hein. On planifie, on prévoit de faire des choses à un moment, puis finalement, c'est la vie qui décide du bon moment. Qui nous donne son timing. Exactement. Voilà. Et aussi, j'avais un projet extrêmement ambitieux pour ce livre, et je décide à ce moment-là de tout réduire de moitié et de me dire, prends la voie la plus simple possible. C'était à l'époque un roman choral. Il y avait beaucoup de personnages, c'est ça. Il y avait beaucoup de personnages. Et je me dis, garde un seul personnage, celui qui fonctionne le mieux. Je fais ce que j'appelais à l'époque un filage, donc de mettre bout à bout tous les morceaux que j'avais de ce personnage. Et je pensais vraiment le mettre de côté dans un tiroir. Et des amies autrices qui savaient que je faisais ça me l'arrachent littéralement des mains quand je leur dis que j'ai fini et me disent, j'aimerais le lire. Et le lisent et me disent, non mais il est là ton roman, arrête, envoie-le. Et voilà. Et donc là, je l'envoie à ces 5 éditeurs et les retours sont très enthousiastes et le conte de fées, littéralement, se met en place. À quoi ressemble votre rituel d'écriture ? Je voudrais avoir une image de votre table de travail, de ce que vous écoutez, de ce que vous avez près de vous pendant que vous travaillez. Alors, au risque de décevoir les fétichistes des rituels d'écriture, je me suis laissée piéger, moi, par cette idée du contexte parfait d'écriture. Donc, j'ai longtemps attendu d'avoir un appartement parfait, un bureau parfait, une vie... Enfin, voilà, je repoussais, en fait, sans cesse le contexte parfait d'écriture. Et comme dit Maurice Blanchot, pour écrire, il faut déjà écrire. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il fallait que je profite de chaque minute, en fait, de chaque instant possible pour écrire. Et donc, maintenant, j'écris dès que j'ai une idée, j'ouvre mon carnet de notes ou mon ordinateur, quand j'ai 3 heures de train, quand j'attends quelque part. Alors, idéalement, moi, j'écris mieux le matin, en me levant très tôt, sans allumer mon téléphone ou sans regarder mes messages ou mes emails, sans laisser, en fait, le flot d'actualité envahir mon cerveau, dans un état, si possible, proche du demi-sommeil. Voilà. Et donc, je n'écoute pas de musique en écrivant parce que je cherche une musique, en fait. En écrivant, je cherche la musique de l'écriture. Donc, si j'écoute quelque chose, ça me perturbe. Par contre, avant l'écriture, j'écoutais en général ce que j'appelais de la power music et donc beaucoup d'artistes femmes des années qui concernaient le roman. Donc, ça allait des Spice Girls à Mary J. Blige, en passant par Ophélie Winter, voilà, évidemment. alors, Ophélie Winter. Un des personnages secondaires du roman. Personnage très important du roman. Et donc, voilà, j'écoutais beaucoup de musique, mais aussi de la musique contemporaine. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup Nati Peluso, qui est une artiste argentine. Voilà, donc des femmes avec des voix et des parcours assez forts. Et en fait, c'était vraiment de me lancer à leur poursuite. En fait, j'écoutais ça et je me remplissais de cette énergie. Et une fois que j'étais vraiment saturée de cette énergie, je me lançais. Diams aussi, j'écoute beaucoup Diams. Qui est en train de revenir, Diams. J'ai l'impression que les jeunes, les adolescents d'aujourd'hui redécouvrent Diams et l'adorent. Eh ben, tant mieux, parce qu'elle le mérite. C'est vraiment une femme qui a fait des textes, pour moi, très importants, qui a abordé des sujets graves et précieux et qui a un parcours admirable d'artiste. Et en fait, j'en reviens à Ophélie Winter, je parle aussi de Britney Spears, et c'est des artistes qui ont commencé à la fin des années 90 et qui ont été un petit peu broyés en fait par le système et par toutes les projections qu'on faisait sur leur corps de femme. Et Diams, pour moi, c'est quelqu'un qui a su s'arrêter juste à temps, qui a frôlé à plusieurs reprises aussi la folie, la dépression, le burn-out, voilà. Mais qui a choisi sa voie et la voie qui lui convenait à temps.
Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que votre livre, il fait revivre les années 90, mais avec une précision, une acuité qui est vertigineuse. Il y a des moments, mais le mot Madeleine de Proust n'est même pas assez fort pour décrire à quel point tout était familier. Voilà, donc les chansons d'Axel Red, les pierres de rocaille, les casquettes Kangol, les bouteilles de Danao. Enfin, j'étais là, waouh. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous étiez allé puiser dans vos souvenirs pour restituer, pour replanter ce décor avec autant de précision, et dans quelle mesure vous vous étiez documenté, parce que j'imagine qu'on peut pas que se rappeler de tous ces éléments-là. C'est vrai que parfois, quand je travaillais, je me disais, mais à la fin de la journée, Google doit me prendre pour une psychopathe. Parce que je faisais des recherches qui étaient complètement incongrues, mais ça allait de détails techniques sur les scooters et les voitures, aux slogans publicitaires de Chocobéen dans les années 90. J'ai beaucoup discuté avec mes amis. Je faisais un peu des brainstorming en leur disant quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes culturels, en fait. Donc, il y avait les colliers Totoche, voilà, il y avait énormément de choses que j'ai pas tout mis parce que je voulais pas non plus que ça devienne un cabinet de curiosité. Je voulais que ça reste authentique, en fait. J'ai puisé aussi dans mes souvenirs personnels, mais surtout dans mes souvenirs de frustration, parce que moi, je n'avais pas la télé quand j'étais petite. Ma mère était extrêmement stricte sur les produits et l'alimentation qu'elle achetait. Et donc, en fait, je me souvenais surtout de ce que je n'avais pas le droit de manger et ce que je n'avais pas le droit de regarder. Et donc, quand j'arrivais au collège ou au lycée et que tout le monde parlait de Dawson, de Buffy contre les vampires, moi, j'avais lu des contes traditionnels russes et le journal d'Anne Frank, voilà. Donc, j'ai surtout puisé dans le négatif. Et la littérature, c'est formidable parce que c'est quand même un outil de réparation. Hein. Donc, on peut reconstituer tout ce qui nous a manqué. Et enfin, on le voit d'ailleurs beaucoup dans la littérature actuelle aussi. Ça permet de régler beaucoup de comptes, en fait, de réécrire. C'est vraiment une surface de réparation, en fait, l'écriture. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai posé des questions, j'ai écouté beaucoup de best-of, les top 10 des années 97-98, voilà. Il y a un autre endroit de réparation dans votre livre et qui me semble très important, c'est en fait vous faites émerger un récit manquant, un des nombreux récits manquants, c'est-à-dire le récit de l'éveil à la sexualité d'une jeune femme adolescente. C'est quelque chose que clairement on n'avait pas quand on était dans les années 90 adolescente, ce témoignage-là. Pourquoi avoir eu envie de venir raconter cet éveil-là? Et dans la question, il y a une deuxième question, c'est d'avoir choisi aussi cette façon un peu crue de le raconter, très directe, peut-être parfois un peu provocante, comme ça a pu être écrit dans certains articles. Est-ce que c'était important pour vous de faire ce récit-là? C'était très important pour moi, ça s'est fait assez instinctivement au début. C'est plus tard, en fait, que j'ai compris les manques Heureusement, parce que si on écrit avec des idées, en général, c'est pas réussi. Mais instinctivement, je me suis rendu compte... Moi, j'ai eu 30 ans en 2017. Je date 2017 parce que je pense qu'il y a eu vraiment un énorme changement de société pour les femmes, hein, à partir de MeToo et de l'explosion de témoignages, mais aussi de ressources destinées à la sexualité des femmes, l'accès au plaisir des femmes et tout ce qui concerne la jouissance des femmes de plein de façons, mais aussi sociales et culturelles, et de commencer à exister dans des représentations différentes. Et moi, j'ai grandi en dehors de ces représentations, et comme vous le savez bien, entre les années 80 et 2000, il y a eu un énorme trou féministe, même un backlash. Ouais. Et je parlais tout à l'heure d'Ophélie Winter et de Britney Spears. C'était un petit peu les modèles qu'on avait. Et moi, j'ai grandi en ayant l'impression que ce qui pouvait nous arriver de mieux en tant que femme, c'était de devenir Miss. Et on regardait religieusement l'élection des Miss France. Ou top modèle, hein, on n'avait que ça comme proposition de puissance. Exactement. Et aujourd'hui, on remet en avant énormément de contre-modèles, enfin de modèles en fait féminins. Les femmes, elles ont toujours fait des choses incroyables, mais ça dépend comment on les montre. Et voilà, et des femmes comme vous aujourd'hui aident les nouvelles générations à pouvoir s'identifier à de nouveaux modèles. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée à 30 ans et j'avais eu très peu accès à l'exploration de ma propre sexualité. Quand j'étais adolescent, on parlait jamais de masturbation entre filles. C'était tabou, et c'était sale. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu
nue en fait face à ce grand changement de société. Je ne savais plus qui j'étais. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de retard et surtout j'avais l'impression qu'on m'avait menti dans les représentations qu'on faisait de la féminité et des sexualités féminines. Nos films, c'était Pretty Woman, c'était Titanic, c'était des choses où il y avait quand même énormément d'ellipses. Des grosses ellipses dans la fiction sur les sexualités, et je dis les parce qu'elles sont extrêmement différentes et multiples, et les manières de s'épanouir avec ou sans sexualité d'ailleurs pour les femmes. Et donc voilà, je suis de loin pas la première à le faire, heureusement, mais j'avais besoin de m'inscrire dans cette famille de femmes qui venaient enrichir dans leur multiplicité ce qu'était une sexualité possible et des féminités possibles. Et pour moi, c'est un livre des féminités, puisqu'il y a énormément de personnages féminins qui s'épanouissent de différentes manières ou qui essayent de s'épanouir de différentes manières à travers la maternité, à travers l'indépendance. Voilà, c'était important pour moi, effectivement, de concourir à ce tableau choral qui s'étoffe de jour en jour aujourd'hui sur les différentes manières d'être une femme puissante. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à l'accueil qu'a reçu votre livre et je me suis demandé s'il avait été accueilli d'une façon générationnelle. Est-ce que déjà en l'écrivant, vous pensiez vous adresser spécifiquement à cette génération qui est la vôtre? Bon, on a 5-6 ans d'écart, mais je m'y suis quand même pas mal identifiée aussi. Ou est-ce que ça a touché un public plus large que ça? Alors, je pensais vraiment que l'écueil de ce livre, ça allait être un livre de niche, c'est-à-dire un livre qui ne parlerait que aux gens qui avaient eu entre 15 et 20 ans au tournant des années 2000. Et j'ai été extrêmement surprise parce que, en fait, c'est pas les années 90, c'est le décor, mais en fait, ça parle aussi des relations mère-fille, de l'amitié, de la sororité, du désir de conformisme et des dangers que peut charrier ce désir qui est extrêmement puissant de vouloir ressembler aux autres. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ressembler aux autres et qu'est-ce que coûte l'affranchissement et oser être pleinement soi-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui traverse toutes les générations. Et j'ai été très surprise. J'ai souvent eu des femmes beaucoup plus âgées que moi. J'ai eu une lectrice de 90 ans qui m'a dit « Mais j'ai revécu, en fait, ce sentiment de l'adolescence quand on est déchiré entre sa famille et les amis, quand on a envie de renier les valeurs que nous ont transmis notre famille juste par principe, par rébellion, parce que c'est ces années-là, quitte à y revenir plus tard. » Et ça a été le plus beau cadeau, en fait. C'était pour moi de pouvoir toucher à quelque chose d'universel dans l'expérience de l'adolescence, et même plus que féminin, parce que j'ai aussi eu des lecteurs masculins qui s'y sont retrouvés, de se dire cette chose un peu gluante, vous savez, quand vous savez pas très bien où est-ce que vous avez envie d'être, vous aimez encore vos parents, mais ils vous font honte dans l'espace public, vous avez pas trop envie qu'ils viennent vous accompagner à l'école, mais quand vous êtes à la maison, vous êtes plein d'amour, et ça a été le plus beau cadeau que m'a fait ce livre. Oui, comme souvent, quand on va en fait très très loin dans l'intime, on va toucher quelque chose de profondément universel. Absolument. Il y a aussi une dimension assez sociologique dans votre écriture. Je pense que au-delà, c'est aussi le côté journalistique qui joue, mais voilà, il y a aussi une description assez juste de ce que c'est qu'être dans la classe moyenne, des interactions aussi entre les différents quartiers, entre Paris et sa périphérie. Je pense que c'est quelque chose qui a pu aussi intéresser un public plus vaste que les simples ados identifiés. J'espère. C'est vrai que dans le romanesque, on s'intéresse beaucoup à l'extrême richesse et à l'extrême pauvreté, parce que c'est des situations qui sont assez, pas forcément exceptionnelles, mais qui charrient en fait des histoires très fortes. Et c'est vrai que l'entre-deux, souvent, on a l'impression que c'est un peu fade ou tiède. Et moi, venant de ce milieu-là, j'avais aussi envie de le sublimer, et de lui rendre ce que j'y trouvais de joli. Et c'est vrai que d'où qu'on vienne, j'ai l'impression qu'on est attaché à ses origines et on apprend à aimer ce qu'on a, puisque c'est tout ce qu'on a. Et voilà, j'avais envie c'était aussi un chant d'amour à ces classes, ces zones pavillonnaires que je ne voyais pas très souvent dans la fiction et dans les films et dans les livres. Encore un manque à combler.
Est-ce que les médias ont bien compris votre livre ? Est-ce que vous avez été... D'ailleurs, en tant que journaliste, je pense que votre œil est particulièrement aiguisé sur ces questions. Est-ce que vous avez été contente de l'accueil médiatique ? J'ai été extrêmement contente de l'accueil médiatique. Je pensais être aiguisée en tant que journaliste, mais en fait, quand c'est un travail qui vient de si loin et qui est tellement personnel, on est assez nu. On n'a pas beaucoup de maîtrise. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est que les lecteurs, journalistes ou pas, voient des choses dans le livre que vous n'avez pas vues ou qui étaient inconscientes. Et j'ai eu vraiment une très belle presse. J'avais peur que certains aspects crus, comme vous dites, du livre soient un peu repoussants. Et en fait, je crois que les gens ont besoin de vérité et de voir les choses comme elle est. Et la sexualité, elle est souvent crue, en fait, par définition. C'est une zone où on peut explorer des tabous. C'est une zone où on peut laisser aller certaines choses qu'on ne peut pas faire en société. Et je crois que ça faisait du bien à certains lecteurs et lectrices de pouvoir avoir un miroir comme ça qui leur montre des choses qu'ils ont peut-être pensées, qu'ils ont peut-être traversées, mais dont ils n'ont pas forcément pu parler en temps voulu. Ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs, c'est que votre livre a été apprécié évidemment par une certaine presse assez féministe, assez engagée sur ces questions-là, mais aussi par une presse plus conservatrice. J'ai été surprise de lire une critique de votre livre dans un média plutôt ancré à droite. Est-ce que ça vous attendiez aussi à parler à un champ aussi large de la société ? Non, pas du tout. Je me rendais pas compte. Et puis après, bon, les gens trouvent ce qu'ils ont envie de trouver dans un livre. Donc c'est vrai que parfois on y voit l'avènement des gilets jaunes, on y voit ça vous maîtrisez pas en fait ce que les gens font de votre œuvre. Oui, parce qu'on peut aussi lire la revendication d'une sexualité très libre, comme au bon vieux temps où les femmes portaient pas plainte pour harcèlement sexuel toutes les 3 minutes. C'est un peu ça, non ? Oui, aussi, et la banalisation de certaines pratiques et faits de société qui reviennent en force aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai jamais rien voulu banaliser, mais c'est sûr que vous donnez matière à penser et qu'ensuite le débat étant libre et ouvert, ça. Mais oui, j'ai été extrêmement surprise par certaines lectures. Mais c'est intéressant en tout cas, et puis ça montre que vous avez quelque part aussi produit un objet qui s'ancre dans l'époque finalement, peu importe ce que vous avez voulu y mettre vous, quoi. Je le souhaite, l'avenir me le dira, mais si c'est ce qui se passe, c'est merveilleux. Quel est votre plus beau souvenir d'interaction avec une lectrice ou un lecteur ces derniers mois ? J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une femme qui me disait Grande Couronne, Val d'Oise, là où se passe le livre, 1990, Créteil, 1960, même histoire, même combat. Votre livre m'a bouleversée, je vais le garder comme un objet précieux. Et ensuite, elle développait en disant que ça l'avait aidée à comprendre certains détails de sa propre histoire. Pas plus tard qu'hier soir, dans une médiathèque de quartier, une femme m'a dit que ça l'avait réconciliée avec certains choix qu'avait fait sa mère dans son adolescence. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique parce que, encore une fois, vous écrivez dans la solitude la plus absolue. Moi, je connaissais très peu de livres qui ressemblaient à l'histoire que j'avais racontée. J'étais persuadée que ça parlerait à personne. Et en fait, vous vous rendez compte qu'on est des milliers à partager la même expérience de solitude et de solitude dans certains moments qui peuvent être violents, qui peuvent être brutaux et dont on ne sait pas quoi faire. Et effectivement, à l'époque, on manquait de vocabulaire pour identifier beaucoup d'expériences. On a gagné ces dernières années beaucoup d'outils qui nous permettent de revisiter notre histoire. Et j'ai l'impression que le livre, parfois, fait office d'outil, de boîte à outils pour des femmes qui le lisent et qui, à leur tour, comprennent des choses qui leur sont arrivées ou au sein de leur famille ou parmi leurs amis. Et ça, c'est extrêmement gratifiant pour moi. Ça me dépasse complètement, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir en retour et en remerciement de ces années assez ingrates d'écriture. Ouais. Un livre-outil, un livre utile. Est-ce que le deuxième est en route ? Non, pas encore. Je savoure pour l'instant la vague de la Grande Couronne et je vais m'y remettre bientôt. Alors avant qu'on se sépare, Salomé, je voudrais qu'on fasse un tout petit questionnaire qui n'est pas un questionnaire de Proust, mais presque. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine ? Que j'avais une histoire. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous ?
que j'ai fait 8 ans de natation synchronisée avant de me mettre à la boxe. J'ai fait du patinage artistique aussi à la grande époque de Surya Bonali, qui est vraiment une muse pour moi. C'est un peu l'équivalent dans l'eau, en fait. Des sports de Russes, évidemment, pour moi. Et je tiens beaucoup à ce sport parce que c'est un sport très ingrat. Beaucoup plus tard, mes parents m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à assister au gala parce qu'on voyait rien, il n'y avait rien qui sortait de l'eau. Et j'aimais beaucoup ça parce qu'en fait, c'est là où vous apprenez la persévérance et l'effort qui sont, à mon avis, de qualité, de force indispensable pour l'écriture. Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Alors, je crois que c'est Jean Anouilh qui disait « Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureux » et je suis un petit peu comme ça. Donc, je pense que le bonheur parfait est un horizon très lointain, mais que le journalisme m'aide à poursuivre. Mais un bonheur imparfait, c'est déjà de me rapprocher de gens qui sont différents de moi et d'apprendre à connaître la différence. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité ? L'effort et la persévérance et de ne pas avoir peur d'être choqué par ce qu'on fait et ce qui sort de nous-mêmes. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine ? En punchlineuse, en rappeuse. J'adore. Merci beaucoup Salomé Kiner. Merci Lorraine Bastide. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!